l'économie et la musique sont deux histoires qui sont liées depuis très longtemps. Ce que l'on voit, et d'ailleurs, si je voulais vous provoquer, puisqu'il y a un certain nombre de libéraux dans la salle, si je voulais vous provoquer, d'ailleurs, je vous dirais, mais le pire c'est que j'y crois, c'est que celui qui a sans doute le mieux montré les liens entre l'économie et la musique ou l'économie et l'art, c'est Marx, au fond. C'est-à-dire cette idée très matérialiste, mais je crois très juste, selon laquelle les grands mouvements d'innovation, les grands changements de l'économie transforment ce que Marx appelle dans son jargon, peu importe, mais les superstructures de la société. Et l'art et la musique font partie des superstructures de la société. Je trouve que c'est très intéressant d'essayer d'analyser les choses de cette façon-là, c'est-à-dire de se dire, au fond, le secteur de l'art, le domaine de l'art, et le secteur de la musique en particulier, ne sont pas des choses qui sont complètement autonomes, mais évoluent comme conséquence, comme avatar des grands cycles économiques, et en particulier de ce que les économistes appellent des grands cycles Kondratiev, c'est-à-dire des cycles qui tous les 50, 60, 70 ans reviennent et qui sont très liés à l'innovation, aux transformations fondamentales de l'économie. Je pense que c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, alors, peu de livres et peu d'auteurs ont essayé de raisonner de cette façon. Moi, j'ai essayé de lire, je crois quasiment l'intégralité des ouvrages qui portent sur les liens entre l'économie et la musique. J'ai pas eu beaucoup de mal parce que je crois qu'il y en a très peu. En réalité, il y a quelques années, il y avait un livre que j'avais trouvé excellent de quelqu'un qui s'appelle Tim Glaser, je crois, qui est un historien d'Oxford, qui avait écrit un très très bon bouquin qui s'appelait The Triumph of Music. Qui montrait, alors qui partait du Moyen-Âge et qui montrait comment le statut de musicien avait évolué au fur et à mesure du temps. Et d'ailleurs, il y avait une sorte de déterminisme historique qui était assez rigolo, c'est-à-dire qu'il montrait bien que il y avait eu quand même une logique au fur et à mesure du temps et que le musicien était au départ quelqu'un qui était complètement inconnu, qui n'était pas considéré, j'y reviendrai dans quelques instants, et aujourd'hui, en fait, les plus grandes stars, dans les plus grandes stars du monde, vous avez quelques sportifs, quelques acteurs et quelques musiciens, quoi. C'est essentiellement ça. Et donc, le statut du musicien a considérablement évolué au fur et à mesure du temps, et malgré tout, en dépit des difficultés, plutôt vers le meilleur. Il y a un autre petit livre, alors qui n'est pas un livre d'un économiste, mais qui est un livre, je trouve, absolument merveilleux, qui est une sorte de monographie, qui est un livre de Norbert Elias sur Mozart, qui s'appelait, alors je n'ai plus le titre exact en tête, je crois que c'est Mozart, Anatomie d'un génie, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit être quelque chose comme ça. Et Norbert Elias a une analyse qui, là encore, est une analyse un peu marxisante en termes de classe sociale, mais ce qu'il explique remarquablement bien, je trouve, c'est que si Mozart a été si malheureux, au fond, c'est parce qu'il a voulu porter un modèle économique, un business model qui n'était pas celui de son époque. Et alors Norbert Elias dit pas ça, là je fais une espèce d'anachronisme épouvantable, mais je dirais que Mozart a voulu être un auto-entrepreneur à un moment où en réalité les musiciens étaient des salariés, soit des salariés de l'État, des musiciens de cour, soit des musiciens religieux comme Bach l'a été très, très longtemps. Et Mozart a pas voulu ça parce il était très sûr de son génie, à juste titre bien évidemment, et donc il considérait que c'était pas possible d'être salarié, au fond c'était ça, il voulait pas qu'on lui passe de commande, il voulait pas être salarié, et donc il a démissionné, il a pris son indépendance, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, en réalité il y a eu très très peu de commandes, il s'est considérablement appauvri alors qu'il vivait plutôt bien. Et vous voyez, quand je vous disais la musique et l'économie, on ne peut pas complètement les dissocier, je trouve que ce livre de Norbert Elias montre bien ça. C'est-à-dire que Mozart, au fond, alors nous on s'en fout parce qu'on écoute sa musique, mais lui, il a quand même gâché sa vie d'une certaine façon. Il est mort très jeune, il est mort d'épuisement et il est mort très, très pauvre. Parce que il a voulu développer un business model qui était celui du travail indépendant, mais qui n'existait pas à l'époque. Je pense que 50 ans plus tard, ça aurait fonctionné, mais lui, ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, on pourrait faire une histoire, il faudra que quelqu'un l'écrive un jour, une histoire de ces liens entre l'économie et la musique. Et d'ailleurs, peut-être en essayant de mettre en lumière non pas simplement
ce que les grands cycles économiques impliquent en termes de rémunération des musiciens, par exemple, c'est-à-dire non pas en s'en tenant simplement aux conditions matérielles des musiciens, ce qui est déjà un sujet très intéressant et très important en soi, mais en essayant de voir aussi les impacts que ça a pu avoir sur la musique elle-même. Je vais vous donner un exemple concret qui me frappe beaucoup. Les symphonies londoniennes de Haydn, par exemple, ce sont des symphonies, donc ça doit être à partir de la symphonie numéro 100, je ne vais pas dire de bêtises, mais quelque chose comme ça, puisqu'il en a écrit énormément, donc on est plutôt à la fin de sa carrière. Bon, ce sont des symphonies qui sont assez faciles, qui sont assez plaisantes à l'oreille, plus que son travail précédent, parce que c'était le début des classes moyennes, parce que Haydn remplissait des salles, tout simplement, parce que les gens commençaient à payer pour aller voir des musiciens, et donc je pense qu'il a fait la musique, tout simplement, qui était capable de remplir les salles. Et alors, ça reste de la très grande musique, mais je trouve qu'il est assez fascinant d'avoir une lecture un peu matérialiste de la musique. De la même façon que vous avez un autre musicien, je trouve, qui est absolument fascinant. Non, vous en avez deux autres, et après je rentre dans le vif du sujet, mais vous en avez deux autres qui sont fascinants quant au lien entre l'économie et la musique. C'est Liszt, Franz Liszt, qui est... vous savez que le terme Beatlemania ou Bruelmania vient de Lisztmania, qui est un terme qui a été forgé par Heinrich Heine, qui était donc poète contemporain de Liszt, parce que vous aviez eu une innovation technologique qui était le pianoforte. Énormément de gens, il faut bien imaginer qu'à Paris, au milieu du 19e siècle, imaginez que la moitié des gens ont des pianofortes chez eux, imaginez qu'il y en a absolument partout, dans les cafés, il y en aurait un ici, etc. Et donc ça devient vraiment l'instrument des classes moyennes, tous les bourgeois jouent du piano, et Liszt, évidemment, va écrire des pièces pour piano, il va faire des adaptations pour piano, et comme c'est aussi le début de l'image, au fond, il va beaucoup jouer sur son image. Donc c'était quelqu'un qui visiblement était très beau. Il avait deux pianos sur scène pour qu'on voit ses deux profils, et ça marchait très bien parce que les filles s'évanouissaient. C'était vraiment quelque chose d'absolument fantastique. Et un autre musicien dont la musique, je crois, ou en tout cas dont la scénographie a été influencée par le contexte économique, c'est Wagner, bien évidemment. Alors Wagner, il est allé loin puisqu'il a trouvé des financements pour construire un opéra, l'opéra de Bayreuth. 1875, moment très intéressant, et là aussi on peut faire le lien avec l'économie parce que c'est le haut de la bulle immobilière de la fin du 19e siècle, et c'est ça qui lui a permis de trouver des financements relativement facilement. Alors, Delphine posait la question de ce phénomène d'innovation, de l'implication, de l'impact de l'innovation sur la musique, sur les business models de la musique. Évidemment, on est en plein là-dedans aujourd'hui, tout le monde connaît ça parfaitement, on sait très bien que Internet, globalement, a détruit en termes de musique le support, c'est-à-dire le CD, mais que le prix était lié au support. Donc à partir du moment où vous détruisez le support, vous vous retrouvez un petit peu perdu, il y a toujours de la valeur, mais le prix, on ne sait plus le fixer, on ne sait plus sur quel support le fixer, on ne sait pas comment le faire payer. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qu'on considère comme étant un phénomène complètement nouveau, c'est un phénomène de destruction créatrice schumpeterienne relativement classique. Et on a connu ça déjà dans la dernière partie du XIXe siècle, avec la précédente innovation qui a le plus eu d'impact sur la musique, qui est le phonographe, tout simplement. Donc Thomas Edison, j'ai plus l'année exacte en tête, ça doit être 1875, je crois, ou 1877, je ne sais plus exactement. Thomas Edison donc il invente l'appareil d'enregistrement de la voix de façon tout à fait intéressante d'ailleurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans l'histoire de l'innovation. Il avait fait la liste de ce à quoi ça allait servir. Et il l'avait classé par ordre d'importance. Et en premier lieu, il avait mis, grosso modo, ce qu'on appelle aujourd'hui le dictaphone. C'est amusant parce que c'est un truc qui n'a jamais marché, le dictaphone. Ça n'a jamais intéressé personne. Non, mais même encore aujourd'hui, alors c'est simple, vous en servez assez peu. Et je crois qu'il avait mis l'enregistrement et la diffusion de musique en 6e ou 7e position. Alors que très rapidement, en fait, qu'ont fait les gens? Ils ont voulu écouter de la musique chez eux. Catastrophe économique absolue. C'est ça ce que je voulais porter à votre connaissance, puisque le nombre de musiciens en quelques années a été divisé par deux. Et ouais. Parce qu'avant cette innovation schumpeterienne, quand vous vouliez écouter de la musique, eh bien, il fallait faire venir chez vous ou à l'endroit où vous étiez des musiciens et les payer. Donc
c'est quelque chose d'absolument formidable, évidemment, en tout cas pour la corporation des musiciens. Pour les mélomanes, c'était pas formidable parce que ça coûtait très cher. Et donc vous aviez très peu de gens qui étaient en capacité d'écouter de la musique, mais à partir du moment où arrive cet horrible appareil d'enregistrement, le phonographe avec les disques, etc., est quelque chose d'absolument catastrophique, puisque c'est le début de la crise de la musique et vous n'avez plus de musiciens, donc les revenus de la musique diminuent. Et on a les mêmes débats qu'aujourd'hui, surtout que la France a été depuis très longtemps un pays dans lequel les corporations établies aiment bien se tourner vers l'État pour expliquer que la destruction créatrice, c'est pas de la destruction créatrice, c'est que de la destruction. Et donc, il faut empêcher la destruction, puisqu'il n'y a pas de création. Et donc, évidemment, si on en était resté... Alors là, c'est des débats qui sont universels. VTC taxi, c'est très exactement ce type de débat. C'est vrai qu'en France, c'est parfois un petit peu compliqué. Alors les choses finissent toujours par rentrer en ordre, mais en tout cas, sur le moment, c'est avec la France, c'est l'un des seuls pays qui a interdit l'imprimerie, quand même. Je cite ça toujours, pour protéger les copieurs en lieu en mineur. Sur le long terme, ça a donné peu de résultats. Aujourd'hui, globalement, les livres que vous lisez sont imprimés. Ils ne sont pas copiés, reliés, enluminés. Donc, bon, ce sont des mauvaises habitudes que l'on a prises avec le temps. Mais ce que l'on observe, et c'est ça, je pense, quand même la leçon historique. On prend l'exemple de la musique parce qu'on parle de musique ce soir, et c'est très indiqué d'ailleurs de parler de musique parce que la musique arrive en général, en termes d'innovation, plutôt au début des cycles d'innovation. Alors là, on l'a vu très clairement, hein, la musique, ça a été l'un des premiers secteurs qui a été touché par le cycle d'innovation que l'on connaît aujourd'hui, mais c'est pareil, la Belle Époque commence, quand vous datez le cycle d'innovation de la Belle Époque, vous le datez en général au plus tôt en 1890, là je vous parle de 1875, donc vous voyez qu'on est plutôt en avance sur le cycle d'innovation, mais la création finit toujours par être plus importante que la destruction, pour une raison qui est une raison de fond, qui n'est pas une simple observation historique, bien évidemment, mais qui est le fait que l'innovation, elle élargit toujours un marché. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de gens qui écoutent de musique en 1900 qu'en 1875. Alors, en revanche, c'est vrai que la musique qu'ils écoutent, c'est une musique qui est sur des disques. Et ce n'est pas une musique qui fait travailler des musiciens qui jouent, c'est une musique qui fait travailler, c'est un mode d'achat, de consommation de la musique qui fait travailler des compositeurs, ça n'a pas changé. Les musiciens, ils vont enregistrer une fois, mais ça fait travailler des fabricants de disques, des usines de cire, j'en sais rien, des distributeurs de disques, etc. Donc c'est ça, si vous voulez, le processus de destruction créatrice schumpeterienne, c'est on entend l'art tomber, mais on ne voit pas la forêt pousser. Hein. On voit bien ce qui tombe, parce que c'est très identifié. Ça, vous pouvez reprendre ça dans tous les secteurs, mais vous ne voyez pas ce qui est créé. Et puis, finalement, avec le temps, les choses sont rentrées dans l'ordre, parce que le fait que beaucoup plus de gens écoutent de la musique a permis de faire augmenter la fréquentation des salles de concert, par exemple. Et donc les musiciens ont commencé à retravailler. Et puis vous avez des gens qui ont voulu se lancer dans la carrière, donc vous avez des cours de chant, etc. Donc, mais ça génère quand même une période transitoire qui est longue et qui est extrêmement pénible. Alors c'est bien évidemment très exactement ce que l'on vit aujourd'hui. Les business models, pour reprendre le terme à la mode dans le domaine de la musique, ont été complètement disruptés. Alors là, je parle sous le contrôle de Michael, mais assez tôt, me semble-t-il, dès le début des années 2000, à la fin des années 90, le début des années 2000, avec des pertes de revenus qui ont été très importantes. Parce que, je le disais tout à l'heure, et là, c'est un phénomène matériel et factuel, mais parce que le prix était attaché au support. Le prix, vous achetiez un CD. Vous n'achetiez pas de la musique. Vous achetiez un CD pour écouter de la musique, bien évidemment. Mais ce qui était payé, c'était le CD. À partir du moment où le CD ou le DVD, d'ailleurs, peu importe, disparaît, on ne sait plus comment fixer le prix. Et donc, il faut revoir en totalité les business models. Et donc, la question qui se pose, mais mon Dieu, à quoi est-ce qu'on va pouvoir attacher le prix? D'autant plus que la dématérialisation fait que le fait d'échapper au paiement est beaucoup plus simple. Donc ce sont toutes les questions de piratage, etc. Parce que on peut toujours dire que voler un service, c'est la même chose que voler un produit. C'est peut-être vrai du point de vue philosophique. Cela dit, en pratique, il est difficile de voler un produit et il est facile de voler un service. Donc si le frein philosophique est en somme toute assez faible, en tout cas plus modéré que le frein matériel,
gens, ils consomment de la musique sans la payer. Alors c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, parce qu'on a commencé à retrouver d'autres business models. Vous avez deux grands business models qui dominent aujourd'hui la consommation marchande de musique, les achats en ligne, plateformes genre iTunes, et puis le streaming, bien évidemment. Le streaming s'apparentant, si je veux faire une comparaison un peu rapide, à une sorte de... C'est le business model du buffet illimité au restaurant, c'est-à-dire que vous payez et vous consommez ce que vous voulez, vous payez un forfait et vous consommez ce que vous voulez. Aujourd'hui, très clairement, donc petit avantage quand on regarde les chiffres de consommation, avantage au streaming par rapport aux achats de musique en ligne sur les plateformes du type iTunes, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir si ça vous intéresse. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les artistes, pour l'instant, la création n'a pas encore compensé la destruction. C'est-à-dire que les revenus ont énormément baissé, ça c'est clair. C'est une vraie problématique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour énerver certains d'entre vous, et là, d'ailleurs j'élargis tout ça au domaine artistique, je suis plutôt favorable au système des intermittents du spectacle. Plutôt favorable au système des intermittents du spectacle, parce que si on y réfléchit, vous avez deux alternatives. Donc ne plus payer les artistes, mais ça, peut-être que certains d'entre vous en rêvent, mais comme ça ne deviendra pas. Je ne propose de pas en parler trop longtemps. La deuxième alternative, c'est c'est la nationalisation du secteur artistique. Hein. C'est le fait de donner des revenus que l'État paye des artistes. Et je pense que, voilà, on voit peut-être quelques alliés dans la salle, je pense que la nationalisation de la musique est quand même une option qui présente pas mal d'inconvénients. Le système des intermittents du spectacle, finalement, alors il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Évidemment, il coûte beaucoup d'argent. On dit il est déficitaire, et ce sont les autres branches qui payent. Oui, ça c'est un peu le principe d'ailleurs, c'est un peu le principe des assurances chômage. Hein, bon. Mais bon, je trouve que finalement, il permet, alors il présente plein de défauts, mais il permet de maintenir un certain équilibre. Ce qu'il faut néanmoins maintenant, c'est qu'on réfléchisse à la façon de mieux rémunérer les artistes. Et je terminerai par ça, parce que j'ai beaucoup parlé. Je pense qu'il y a un sujet, me semble-t-il, qui est lié à la répartition des revenus à l'intérieur de la chaîne de valeur. Je m'explique. Vous avez quand même des gens qui aujourd'hui achètent de la musique. Moi j'en fais partie, je paye les 10 euros par mois sur 10 heures. Je pense que c'est rien du tout. Donc je pense que de toute façon les prix vont être amenés à augmenter. Aujourd'hui ces entreprises, je pense qu'elles vivent aussi pas mal par leurs capitaux propres, par le fait qu'il y a eu des apports importants des actionnaires. Mais je pense qu'un jour ou l'autre il faudra quand même qu'elles gagnent en rentabilité. Donc ça passera sans doute par des augmentations de prix à la consommation au fond. Ça paraît tout à fait normal, et même si on passait de 10 à 15 ou à 20 euros, franchement, ce ne serait pas catastrophique pour les consommateurs, pour les acheteurs de musique. Cela dit, je pense qu'il y a un sujet de répartition de la rémunération à l'intérieur de la chaîne de valeur, et mon idée, mais là je parle sous le contrôle de Michael, parce que je suis incompétent sur ce sujet, c'est que les producteurs avant Internet avaient un rôle qui était très important. C'est-à-dire qu'au fond, il ne pouvait pas y avoir d'artistes sans grande maison de production, parce que sinon on ne pouvait pas se faire connaître, on ne pouvait même pas produire sa musique, on ne pouvait quasiment pas l'enregistrer ni la produire. Aujourd'hui, je pense quand même que le rôle des boîtes de production, c'est beaucoup plus la diffusion et la promotion de la musique que la production en elle-même. Et d'ailleurs, je crois qu'un certain nombre de contrats, on appelle ça les contrats de licence, ont évolué dans ce sens. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la chaîne de valeur, il me paraîtrait normal, je ne sais pas trop comment faire en pratique, bien évidemment, parce que je suis un libéral pour le coup, et c'est une négociation libre au fond qui doit s'opérer. Mais je trouverais assez normal que les producteurs soient un peu moins rémunérés et que les artistes, eux, soient un peu plus rémunérés. Et c'est ce que me disent d'ailleurs les patrons de Deezer ou de Spotify, etc. Eux me disent,
Alors, peut-être qu'ils me mentent, j'en sais rien, mais peut-être qu'ils me mentent pas non plus, mais ils me disent, mais nous, on verse beaucoup d'argent en réalité. Donc, une grosse partie de nos revenus, ça part au secteur de la musique et ça part à la production. Le problème, c'est que les producteurs gardent tout pour eux et que les artistes n'ont rien. Mais ça, moi, en tant que diseur, c'est pas mon problème. Je veux dire, ils ont qu'à s'arranger entre eux. Voilà. Là, je trouve qu'il y a quand même un beau sujet, surtout pour des libéraux. Parce que si on n'arrive pas à régler ça, je sais très bien ce qui va se passer en France. Un jour, l'État va nous inventer un truc sympathique du genre rémunération minimale. Voilà. Et là, on s'amusera moins et on pourra refaire d'autres colloques pour savoir comment supprimer ça. Voilà. À toi. Bonsoir. Alors, bon, moi je vais parler peut-être un petit peu moins sur le début parce que j'ai l'impression de pouvoir apporter plutôt mon témoignage d'entrepreneur qui travaille dans la musique et qui a vécu cette crise vraiment en pleine gueule parce que j'ai eu la bonne idée de vouloir monter un label dans les années 2000. Donc c'était vraiment, quand on sent le marché, on le sent quoi. Bon, bah, la passion était plus forte, mais voilà. Et donc j'apporterai plutôt mon témoignage sur ces questions-là techniques et puis où en est l'état du marché, mais je pense que ça peut être aussi intéressant de raconter tout le parcours. Et aussi de vous raconter comment un entrepreneur aussi qui a plutôt une nature libérale a vu ce marché s'effondrer et comment est-ce que politiquement et comme les rapports de force ont géré cette crise et à quoi on a abouti aujourd'hui et voir à quel point est-ce que le politique a plutôt enterré cette fameuse destruction créatrice pour surtout, et c'est un peu le drame à mon avis du combat politique du moment et surtout en France, pour que surtout rien ne bouge, parce qu'en fait, avant, c'était de toute façon moins pire que tout ce qui pourrait arriver après. Voilà. Donc c'est un peu le sentiment que ça m'a donné. Pour refaire un petit historique, je rejoins complètement Nicolas sur le rapport de la musique et de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a un lien évident, et qui est tellement évident que la musique, dans les domaines culturels, ça a toujours été le marché qui réagissait le plus vite aux évolutions technologiques et aux évolutions économiques. Et effectivement, en tout cas sur toute l'histoire du XXe siècle, il me semble que ça a toujours été pour le bien du marché de la musique, avec toujours cette idée-là que, oui, les évolutions technologiques détruisent des marchés, mais comme ça fait croître considérablement le nombre de consommateurs, le marché dans son ensemble grossit aussi. Quand le CD était inventé avant le DVD, le Walkman avant la VHS, et puis évidemment dès que le MP3 est arrivé, l'iPod avant tout autre outil de consommation de culture, après il y a eu l'e-book, il y a eu le reste, mais la musique est toujours le starter de ces mouvements-là dans la culture. Donc pour une raison aussi toute conne, qui est technologique, c'est que faire un film ça demande de l'image et du son, et faire du son ça demande que du son, donc c'est forcément plus simple à transférer ou à adapter quoi. Alors ce qui est vrai aussi, c'est que les évolutions technologiques changent la création, c'est-à-dire quand on était sur vinyle, les artistes faisaient un titre, 2 titres, parce que le vinyle ne pouvait supporter que ça. On a atterri à la fin des années 2000, où globalement c'était des CD, le marché c'était le CD, et donc le CD c'est 74 minutes de musique, donc les artistes ont fait des albums. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ça n'a pas de sens artistique fondamental. Et demain, un artiste peut très bien décider, moi je vais faire que des chansons de 12 minutes et c'est ça que je vais commercialiser. D'ailleurs en ce moment c'est un peu la mode du EP, donc c'est ça, c'est des trucs de 4 chansons. Ça n'existait pas du tout avant. Et donc en fait la création musicale s'adapte très rapidement aux évolutions technologiques, aux évolutions de la consommation. Voilà, en tout cas moi, jeune entrepreneur dans les années 2000, et j'ai commencé, c'était mon premier job, mon rêve c'était d'être patron de label, d'avoir mon propre label. Et je suis arrivé en maison de disques avec plein d'espoir et plein de bonne volonté. Et donc je suis arrivé stagiaire, je ne connaissais rien au métier, et on m'a dit c'est toi qui vas écouter les maquettes. Alors déjà je me suis dit alors ça c'est quand même extraordinaire, ça pour moi une maison de disque, le travail d'une maison de disque c'est d'écouter des maquettes et de pouvoir dire toi t'es un bon artiste je te prends, et toi t'es un bon artiste je te prends pas. Et en fait c'était le boulot qu'on donne aux stagiaires, et en gros mon boulot c'était de les écouter et de renvoyer la même lettre type à tous, parce que de toute façon on n'en signerait aucun. Donc, en fait une maison de disque c'est ça. Donc une maison de disque c'est des gens qui reçoivent des producteurs qui ont déjà fait le boulot, et qui deal avec eux, et en gros si le producteur pèse suffisamment, il arrive à imposer le fait que cet artiste-là doit être signé et développé, et si le producteur pèse pas, il est pris un peu avec mépris, et puis basta quoi. Mais un artiste qui envoie sa maquette en maison de disque, qui signe en maison de disque et qui fait carrière, ça n'existait pas. Donc moi j'ai découvert ça, et j'ai découvert surtout un marché qui était dans une espèce d'opulence et de flemme ahurissante. Les gens travaillaient pas. Moi, franchement, j'ai passé 3 années dans la direction artistique. On arrivait le matin, on fumait des joints toute la journée.
on recevait c'était vraiment affreux quoi. Les producteurs, alors c'est triste à dire, en plus j'ai des copains dans la salle, c'est tout ce que je vais révéler, ils vont le savoir, mais qui sont en plus mes associés d'aujourd'hui. Je me rappelle mon patron de stage, qui est aujourd'hui mon associé, qui est un super pote, mais quand même on a beaucoup parlé de ça. Il recevait des producteurs indépendants avec leurs artistes, ils les faisaient poireauter mais 1h30 dehors, mais vraiment sans aucun respect de rien. Il les recevait, il n'écoutait pas les disques, il s'en foutait, il disait oui, non, machin. C'est un espèce de truc. Il disait mais c'est pas un marché, il n'y a pas de concurrence. Enfin, voilà. Puis c'était effectivement un marché en fait où il y avait tellement d'argent et c'était relativement simple d'en faire et qui était quand même vachement basé sur le copinage, même si aujourd'hui ça change pas beaucoup. Et je crois pas que globalement le marché doive changer à ce niveau-là, parce que la musique c'est quelque chose de très subjectif. En gros, les gens n'ont pas d'avis. Les programmateurs radio, quand on va les voir, quand on leur fait écouter un disque, globalement ils font semblant d'avoir un avis, mais ils n'en ont pas vraiment. Si t'es les Daft Punk, ils trouvent ça génial, et si t'es un mec inconnu, ils ont beaucoup de doutes. Voilà. Globalement, le marché de la musique, ça marche comme ça. Ça changera pas des masses avec le temps. Mais bon, voilà. Et donc, on a vu. Moi, je suis arrivé dans ce marché-là. Très vite, j'ai dit, ça va pas être jouable pour moi. Il faut que j'acquière mon indépendance. Le marché a commencé à s'effondrer à cause du MP3. Nous, on était les premiers consommateurs de MP3, de Casa, de peer-to-peer. Vraiment moi par passion, parce que j'étais passionné d'internet et de musique, donc c'était ma nature. Et surtout, quand on a vu arriver ça, moi j'ai vu ça comme une opportunité extraordinaire. Je me suis dit, c'est un marché qui est flemmard, où les gens globalement n'ont pas de talent, ils ne travaillent pas, donc, et là il y a un moyen de le disrupter dans son cœur, quoi. Et donc il y a deux choses qu'on a vu émerger, qui étaient a priori illégales, qui était d'abord un moyen de disrupter la distribution, puisqu'effectivement il y avait ce problème-là, c'est que la musique se consommait sur CD, donc il fallait des entrepôts et des camions pour amener les CD dans les magasins, il fallait que les gens aillent chez Auchan pour acheter le CD, et là on voyait des gens qui commençaient à télécharger des chansons à la demande, des milliers de chansons sur Internet. Ça devenait infiniment plus simple, il n'y avait même plus besoin d'acheter une machine pour lire le CD chez soi, parce qu'on lisait directement sur l'ordinateur. Donc on s'est dit, ok, la distribution c'est torché, maintenant ça va être one-to-one, quoi. Et il y a un autre phénomène qui est arrivé, c'est que technologiquement, enregistrer un CD il y a 20 ans, ça demandait beaucoup de studios, beaucoup d'argent, des musiciens, tout ça. Et aujourd'hui, avec Pro Tools, un ordinateur, un peu de jugeote et un clavier, on était capable de tout faire de chez soi. Donc pour 5 000, 10 000 euros, on était capable de faire un album. Et là, on s'est dit, en fait, on peut disrupter la distribution et la production. Et les maisons de disques ont vu arriver ce truc-là, et se sont dit, mais en fait, nous, on va servir à quoi ? Parce qu'effectivement, un artiste, demain, peut faire sa chanson chez lui, et distribuer tout seul, et tout faire tout seul sans nous. Et donc le combat des maisons de disques, et Pascal Nègre en tête, qui est un mec que je respecte énormément justement pour la mauvaise foi absolue de son combat et c'est sa réussite grandiose, quoi. Il a dit attention, la musique a besoin de producteurs, sans nous c'est fini. Il allait voir les politiques, il leur a dit il faut absolument que vous nous sauviez nous, parce que sans nous il n'y aura plus de musique, c'est le chaos. Son génie, c'est d'avoir même réussi à convaincre les artistes. Par ailleurs, il était en train de les arnaquer en dealant avec des plateformes de streaming des avances considérables, parce que les artistes n'ont jamais vu. Donc ils prenaient des millions et des millions d'euros avec Deezer, Spotify, etc. Et les artistes ne voyaient rien. Ils avaient des contrats, les artistes, dans lesquels on leur disait vous gagnerez en gros 10% sur chaque vente de disques, quel que soit le support inventé dans l'univers. Voilà. Et après, ils ont trouvé normal à chaque fois que quelqu'un téléchargeait un MP3 sur iTunes ou que quelqu'un écoutait une chanson en streaming, de ne toucher que 10% de ça, alors qu'il n'y avait plus aucun effort de distribution qui avait été fait. Et ils ne se sont jamais posé la question. Ils se sont juste mis à défendre la maison de disques parce qu'en fait, ils flippaient de perdre leur label. Mais ça, c'est la psychologie des artistes. On ne peut pas demander aux artistes d'avoir du talent pour tout. Ils ont du talent pour ce qu'ils font. Et donc voilà, et nous on s'est lancé avec My Major Company, on s'est dit ok, il y a un truc à faire. Alors honnêtement, quand Deezer s'est lancé, c'était franchement le précurseur du streaming, c'était complètement illégal. Ils l'ont fait de manière illégale et là tout le monde a dit c'est un scandale, il faut absolument interdire ce truc-là, les maisons de disques en tête. Ça a tellement pris d'ampleur qu'ils ont été obligés de négocier avec eux. Et nous de notre côté, quand on a lancé My Major Company, c'était un peu illégal aussi. Parce que c'était de l'appel public à l'épargne, donc on allait voir l'AMF, on a réussi à avoir une sorte de dérogation, mais on était un peu dans une zone grise. Après, l'histoire de My Major Company est un peu compliquée, parce que, un peu pour ce que je racontais tout à l'heure, mais c'est plus mon histoire personnelle et moins l'histoire du modèle lui-même. My Major Company a eu des difficultés, ça a très très bien fonctionné, l'offre a plu tout de suite, il y a énormément de gens qui ont soutenu les artistes, on a 60 artistes qui ont atteint 100 000 euros, donc on a levé 6 millions d'euros en 2 ans. Pour produire des artistes, donc c'était vraiment énorme. On était devenu quasiment un très très gros label de major. Mais ce qui était très compliqué, c'était que le marché nous digère. Et le marché nous a jamais vraiment digéré. On a toujours été regardé avec méfiance.
Et ce qui était très compliqué pour moi aussi, c'est que j'ai beaucoup cru au modèle et je reste convaincu qu'il y a des choses vachement bien à faire avec ce truc-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur le financement participatif, il y a plein d'artistes qui en vivent de manière complètement indépendante sur Kickstarter et d'autres plateformes. Mais moi, mes associés étaient justement des producteurs à l'ancienne, un peu légitimistes. Et c'était très difficile pour moi en interne, en étant finalement minoritaire dans ma boîte, à imposer une conviction, une philosophie autour d'un modèle. Mais donc voilà, même genre Compagnie Son Histoire, ça a très bien fonctionné. Ça existe toujours, mais en tant que label finalement traditionnel. Et aujourd'hui, le marché, en fait, il est intéressant parce que le marché a perdu de sa valeur considérablement. Je pense que c'est moins 60% en 10 ans. Moi, contrairement à toi, j'ai du mal à me dire que... Mais c'est marrant parce qu'en discutant avec des libéraux, je me rends compte que je suis peut-être encore plus libéraux qu'eux. Mais j'ai du mal à me dire que c'est une mauvaise nouvelle. Les artistes qui vendent des disques ou qui sont connus gagnent encore très bien leur vie. Les autres sont en train de trouver des voies pour très bien la gagner en étant totalement indépendants. Il faut juste qu'ils passent ce cap-là, qu'ils divorcent de leur label et qu'ils se disent en fait, ouais, ma carrière d'artiste, ça va être ça. Je vais être totalement indépendant. Aujourd'hui, il y a un groupe que vous connaissez peut-être qui s'appelle PNL, qui est un groupe de rap. Donc les mecs font pas de promo, ils font tout eux-mêmes, c'est tout en indé. Et ils font, avec les plateformes de streaming, c'est les 8 morceaux les plus écoutés sur le top 10 des plateformes de streaming en France depuis un mois. Et ces gars-là, ils gagnent 50 000 € par semaine à peu près juste sur les droits de streaming. Donc sur des albums qu'ils ont autoproduits, qui ont coûté 10 000 €. Donc ils gagnent très bien leur vie. C'est des mecs qui se sont réinventés. Et le rap, globalement, d'ailleurs, se réinvente beaucoup plus vite que les autres secteurs. Mais donc, aujourd'hui, on a un marché où, en gros, moi, il y a 10 ans, il y a des gens qui disaient, en fait, ce qu'il faudrait, c'est la licence globale. Chacun paierait 5 € par mois et on pourrait tout écouter, tout le monde. Et tout le monde a dit, mais c'est n'importe quoi, c'est scandaleux, machin. Finalement, on arrive à un marché où tout le monde peut écouter tout, exactement, machin, mais c'est pas 5 €, c'est 10 € et c'est les maisons de disques qui les prennent. Voilà, ni plus ni moins. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment tout se processe en 10 ans, avec les pouvoirs politiques et les jeux de contre-pouvoir, ont fait que, alors que le marché pouvait se disrupter et se passer des maisons de disques, finalement, en fait, les rapports de force ont fait que c'est les maisons de disques qui ont digéré le marché, que le marché il a perdu de la valeur, oui, mais eux sont les seuls à être restés vivants et tous les indépendants sont morts. Et il n'y a quasiment plus d'alternatives. Donc il va y en avoir quand même parce que les évolutions technologiques et les évolutions de consommation sont telles qu'il y a des artistes comme PNL qui vont exister, mais ils ont tout fait pour que ce soit très très lent et pour garantir leur survie. Et ce qui est très rigolo, c'est que Pascal Nègre a toujours été en tête dans ces combats-là, qu'il est parti d'Universal il y a 1 an, et que j'ai pas mal de gens qui le connaissent et qui dînent avec lui, et qui disent que, mais en dîner, il dit très clairement, moi maintenant, les maisons de disques, c'est mes ennemis, et effectivement, j'ai plaidé pour des choses auxquelles je croyais pas vraiment, et moi maintenant, en tant qu'indépendant, je vais tout casser, quoi. Donc c'est assez rigolo à voir et à analyser. Ouais, enfin non, mais très, très rapidement, en fait, c'est toi qui as raison. Enfin, j'espère que c'est toi qui as raison, mais je pense que c'est toi qui as raison. C'est-à-dire que, au fond, étant quand même habitué au débat public en France, je me force à pas être trop libéral parce que je sais que. Mais en fait, je suis très convaincu parce que tu dis, et tant mieux. Je connaissais pas l'exemple de PNL, c'est très intéressant. L'idée que retiennent les économistes en général quand on réfléchit un peu à la distribution des revenus. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de la théorie de la longue traîne. Enfin, c'est l'idée selon laquelle, depuis Internet, au fond, la consommation, et notamment la consommation de musique, se concentre sur des artistes qui sont très connus. C'est ce qu'on a observé chez Amazon. Amazon, on prend souvent cet exemple, Amazon vous propose évidemment beaucoup plus de livres que n'importe quel libraire, par définition, mais la distribution des ventes d'Amazon par titre est la même en réalité que n'importe quel libraire. C'est-à-dire que, au fond, Marc Lévy domine les ventes d'Amazon comme votre libraire. Amazon vous propose tout un tas de livres, notamment des livres que personne ne lira jamais, et d'ailleurs personne ne les achète jamais. Donc, au fond, c'est un peu ce qu'on observe. Et on voit commencer à émerger des analyses sur le streaming qui montrent que pour le streaming, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que le streaming, visiblement, comme il nous permet une écoute qui est une écoute illimitée, amènerait les gens, les consommateurs, comme moi, typiquement, peut-être vous, à aller chercher des titres et des artistes qu'ils ne connaissent pas.
Et donc, ça irait plutôt dans ton sens, c'est-à-dire que on se dit que ça pourrait peut-être permettre à des artistes qui sont pas forcément Adele, Beyoncé, etc., à émerger et peut-être même à vivre de leur musique, ce qui n'était pas du tout le cas avec les maisons de disques à l'ancienne, comme tu l'as dit, mais ce qui serait peut-être pas aussi possible avec des plateformes de téléchargement légales qui en fait répliquent un peu le modèle Amazon. C'est-à-dire que vous achetez des trucs, vous achetez une musique à l'unité. Si vous achetez une musique à l'unité, globalement, vous allez acheter les blockbusters, quoi. Le business model du streaming peut-être impliquerait un autre type de consommation musicale. Alors, si tu dis que t'es pas d'accord avec moi, ça m'étonne parce que j'ai dit que moi j'étais d'accord. Ouais, je sais, c'est ça. Je suis un peu emmerdé. Non, les résultats du streaming, alors PNL mis à part, et c'est des cas un peu particuliers, ça suit strictement les diffusions radio. Ouais. Donc, et les diffusions radio ne suivent pas forcément strictement les ventes de CD par contre. C'est-à-dire que Franck Michael ou des artistes comme ça. De toute façon, alors déjà en France, on peut pas vraiment enterrer le CD. Hein. Le CD, ça représente encore, je dirais, 70% du marché. C'est considérable. Et alors quand je dis, attention, parce que quand je dis du marché aussi, c'est ça qu'il faut faire gaffe, parce qu'on parle du marché phonographique, donc du marché de la production, qui a été pendant, je dirais, jusqu'aux années 2005-2006, la locomotive de toute l'industrie du disque. Il y avait tellement d'argent dans les maisons de disques que le producteur, en gros, devait supporter quasiment tout le développement d'un artiste. Mais il y avait quand même les tourneurs qui gagnaient un peu leur vie, les éditeurs, etc. Mais ça restait plus petit. Aujourd'hui, en fait, les maisons de disques sont redescendues au niveau des autres. Donc aujourd'hui, un artiste peut vivre de plein d'autres choses et le phono n'est pas forcément le cœur de l'industrie. Mais en gros, sur le streaming, c'est vrai que PNL passe quasiment pas en radio, mais ils sont tellement forts sur Internet qu'ils arrivent à avoir une communauté qui les suit sur ces plateformes-là. Et c'est ça, c'est une grosse nouveauté. Mais globalement, le CD ne suit pas forcément la radio et c'est plutôt de l'acheteur vieux. C'est ma mère, quoi, chez Carrefour, pour résumer. Le streaming, c'est exactement ce qui passe en radio. On regarde le top Yacast, c'est-à-dire le top des 100 titres les plus diffusés en radio, et c'est quasiment le même, le top de ce qui est écouté en streaming. Alors, ce qui est un peu décevant avec Internet, c'est vrai, c'est qu'il y a un côté moutonisme. Ça développe un peu le côté tout le monde consomme la même chose. Mais par contre, ça donne quand même l'opportunité de pouvoir consommer autre chose, ce qui est très différent du marché d'avant, parce que le marché d'avant, quand on voulait, et d'ailleurs c'est le pouvoir du back catalogue, c'est-à-dire que le marché d'avant, quand on avait, je sais pas, un vieil album de Leonard Cohen, il n'était pas trouvable dans les magasins de disques. On peut pas aller chez Carrefour et trouver un vieil album de Leonard Cohen, il n'est pas dans les rayons. Grâce au streaming, on peut tout consommer tout le temps. Donc ça, c'est quand même un vrai avantage. Et ça permet aussi l'internationalisation. On peut être consommé aussi ailleurs. Le CD, ça reste quand même limité parce que c'est un objet, quoi. Mais voilà. Et je pense que le gros enjeu du streaming est pas tant est-ce que ça va changer les modes de consommation, enfin est-ce que ça va changer le type de ce qui est consommé, que plutôt la taille de ce marché-là. Le gros problème du streaming aujourd'hui, c'est pas que ça marche pas d'un point de vue technologique ou à l'usage. C'est simplement que c'est trop cher. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas payer 10 € par mois. Toi, tu disais tout à l'heure 10 €, je trouve que c'est rien. Mais 10 € c'est un CD. Il y a très peu de gens qui achètent 12 CD par an. Mais il y en avait très très peu, même dans l'âge d'or du disque. Ouais, les gens consomment assez peu de musique finalement. En tout cas, comme ça. Et payer 10 € par mois, enfin, pour la plupart des gens qui m'entourent et qui ne sont pas parisiens et pas dans la musique, des 10 € par mois, c'est énorme. Et je pense, moi, au contraire, que l'avenir de ce marché-là, c'est que ça coûtera moins de 10 € par mois l'abonnement, mais que tout le monde sera abonné. Enfin, c'est en tout cas ce qu'il faut souhaiter à ce marché-là, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est un peu le modèle YouTube, au fond, hein, où le YouTube gagne de l'argent sur la régie publicitaire. Ouais, complètement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, pour nous, pour les youtubeurs, on a créé un site, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Tipeee. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est cool. C'est vrai, vous connaissez ? C'est très cool. Donc voilà, mais nous, notre philosophie, enfin en tout cas, j'allais dire moi, mais disons notre philosophie, ça a toujours été de trouver sur Internet les outils pour permettre aux créateurs de vivre d'Internet, sans avoir à avoir des intermédiaires. Donc Tipeee, c'était tout con, c'est qu'on voyait des youtubeurs qui faisaient des vidéos qui étaient vues par 300 000 personnes à chaque fois. Chaque fois qu'ils postaient la vidéo, il y avait 300 000 personnes qui allaient le voir le soir même. Donc je me disais, le mec il remplit 3 stades de France sur chaque vidéo. Enfin, voilà, et il gagnait 300 € de pub par mois. Donc effectivement, c'était pas assez. Et donc on s'est dit, mais en fait, si ce mec-là disait à ses fans, donnez-moi 1 € ou 2 € de pourboire pour que je puisse continuer à faire ce que je fais, ça marcherait probablement. Et donc on a monté Tipeee, ça marche vachement bien. Et donc il y a des mecs, il y a
je crois qu'il y a plus de 1500 créateurs aujourd'hui qui sont sur Tipeee, qui sont des youtubeurs, des podcasteurs, et qui ont des communautés comme ça. Donc ils n'ont pas forcément 8 millions d'abonnés, contrairement à Cyprien, Norman, qui sont des trucs considérables, mais ils ont 500 000 abonnés, et grâce à Tipeee, ils gagnent plus de 1000 balles par mois de pourboire, ce qui leur permet en fait de devenir professionnels de ça. Et dans la musique, c'est une voie que les artistes doivent emprunter. Les artistes, par contre, pour le coup, sont vraiment très très lents à l'adaptation de leur schéma. Mais moi, je suis convaincu que dans 2 ans, 3 ans, il y a des artistes qui vont dire moi, ma création, ça va être de faire je sais pas, un titre par semaine que je vais foutre sur YouTube. Et les mecs vont me suivre et je vais vivre de pourboire. Et il y a des mecs qui vivront de ça, j'en suis à peu près convaincu. Ok, merci beaucoup. On va continuer peut-être en version ping-pong si vous avez des premières questions déjà. Oh merde. Bon. Pas trop philo, s'il te plaît. Non, mais c'est l'éléphant dans la salle, donc je le dis, mais c'est la question de l'avenir du droit de propriété intellectuelle, parce que ça commence. C'est ça que tout le monde t'a vu venir, quoi. Voilà. C'est exactement ce que tu dis à la fin, quand tu dis désormais les gens sont rémunérés au pourboire, etc. Donc en fait, ils sont plus rémunérés sur la production. D'ailleurs, c'est d'ailleurs comme les écrivains qui sont plus rémunérés sur leurs livres et sur les conférences qu'ils vont faire. Là, ils gagnent pour le coup beaucoup d'argent, mais c'est d'autres réseaux et qui ne reposent plus sur le produit, sur ce qu'ils ont produit. C'était d'ailleurs la logique inaugurée par Radiohead quand il a mis son permis gratuitement, mais vous donnez en échange un pourboire. Et donc on sort d'une logique marchande classique basée sur le droit de propriété, puisque là on donne la chose gratuitement, ensuite on inverse tout, il n'y a plus d'offre de demande, enfin tout est changé quand même. Est-ce que d'ailleurs c'est pas vu par certains comme quelque chose d'assez un peu indigne, parce que finalement tu demandes la charité plutôt que les TG qu'on paye pour ce que tu as fait. Et donc dans ce contexte, qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre? Il y a des débats évidemment là-dessus. Alors l'histoire de la licence globale en faisait partie. Et là c'est la logique exactement inverse. On a le droit de propriété intellectuelle, mais côté nationalisation de la licence globale. Voilà. Mais donc qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'on peut imaginer au contraire que les technologies, les blockchains et autres nous permettent d'utiliser le droit de propriété intellectuelle de manière très très fine, fait que chacun serait rémunéré quasiment en temps réel, parce que chacun aurait des porte-monnaies virtuelles, et que du coup, la moindre écoute générerait des rémunérations et recréerait en fait du micro-marché. Ah non, c'est toi. Non mais, je suis très sensible à ce que tu dis, parce qu'en effet, on parle de musique aujourd'hui, mais nous qui publions des livres, en effet, je comprends, on a un peu le même phénomène dans le domaine du livre, mais moi, je vois pas en quoi. Alors, évidemment, c'est un changement de business model. C'est-à-dire que si je prends. Alors, pardonnez-moi, je parle du livre quelques instants, mais je pense qu'on peut transposer le raisonnement. Il y a 20 ou 30 ans, il y avait en France un oligopole intellectuel avec assez peu de gens qui vendaient énormément de livres. Assez peu de gens qui vendaient 500 000 livres, parfois plus, ce qui leur assurait, dans le domaine du livre, c'est 1 euro par livre à peu près, donc ils touchaient 500 000, l'équivalent de 4 ou 500 000 euros à chaque livre, donc c'était bien pour eux, ça leur permettait de vivre très, très confortablement. Ça n'existe plus, cet oligopole n'existe plus, il y a un petit peu plus de monde dans le débat intellectuel, et du coup les ventes moyennes ont diminué, et y compris d'ailleurs pour ceux qui vendaient 400 000 livres. C'est-à-dire que ceux qui vendaient 400 000 livres, ceux qui vendent le plus aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, et je vous donne les vrais chiffres en plus, parce que tout le monde donne les faux, mais moi j'ai les vrais. Non, mais je sais pas, Atali, qui doit être le plus gros vendeur en termes d'essais, doit vendre 50-60 000, quelque chose comme ça. Michel Onfray aussi. Luc Ferry, là, la révolution transhumaniste, je crois qu'il en est à 35 000, donc il va arriver, voilà. Mais quand vous atteignez aujourd'hui 10 000 livres, c'est vraiment déjà, c'est un best-seller. Donc 10 000 livres, ça fait 10 000 euros par an. Donc, vu ton train de vie, c'est sans doute pas satisfaisant pour toi, et on peut considérer que ça ne l'est pas non plus complètement pour moi. Donc en effet, le business model s'est transformé. À la limite, d'ailleurs, moi je dis à mon éditeur, je dis, c'est un peu d'ailleurs ce que dit, donnez le livre. Enfin, je veux dire, moi je préférerais que vous le donniez, puisque en effet, l'argent que je gagne, ma rémunération, elle vient pas du livre. Donc il y a un vrai changement de business model, mais honnêtement, je trouve que ta position, elle est un peu moralisante, notamment l'idée qui consiste à dire, ah oui, mais du coup, je gagne
plus de l'argent, l'argent que je gagne, il vient plus directement du livre, mais il vient d'autres choses. En fait, ça n'est qu'une rémunération indirecte. Ouais, enfin, je trouve que tu vois, ta critique est un peu dure. Moi, ça me pose pas de problème. Il n'est pas dit d'ailleurs qu'on gagne pas plus d'argent, cela dit, en plus avec ce type de business model. Bon, enfin voilà, je trouve pas que ce soit complètement dramatique comme évolution. Oui, parce que du coup, même tu vois, du point de vue réglementaire, ça va entraîner la remise en question du droit de propriété intellectuelle tel qu'il était conçu et qui est de moins en moins d'ailleurs applicable. Ouais. Si tu l'appliques aujourd'hui, la moitié des gens c'est dans l'illégalité. Ouais. Ça, Ouais. c'est Oui, non, mais- c'est même l'échec de Adobe. Bien sûr, ouais, complètement. Non, t'as raison. Michael, peut-être. Oui, parce que j'ai. Parce qu'elle m'a fait signe. Non, mais justement, je dis depuis tout à l'heure, parce que l'idée, c'est. Michael, on se connaît bien. Est-ce que justement, en parlant des droits d'auteur, l'idée, c'est d'arrêter un peu avec les lois des États? Parce que quand on voit Google, quand on voit Facebook, ces surpuissances qui ont presque doublé les États, comme les USA, comme tous ces États-là qui sont finalement à la bourre. Moi, je suis artiste, j'écris des chansons, et il vaut mieux aujourd'hui, j'ai l'impression, retomber dans l'artisanat. J'ai un copain qui est directeur artistique, et avec lequel on a plein de projets dans l'année comme ça. Certains sont prometteurs, d'autres sont petits. On a compris l'ancien modèle des maisons de disques où il faut 70 personnes pour expliquer un truc qui ne sert à rien, et il faut 70 personnes qui sont en fait finalement pas nécessaires, même si aujourd'hui on a peut-être besoin d'une mutation de ces maisons de disques-là. Mais au final, je me demande si, pour protéger nos droits en tant qu'artistes, on n'a pas plutôt intérêt de revenir à l'artisanat. Sauf qu'un artisan d'aujourd'hui, grâce à la... Enfin, j'ai compris qu'on était dans un lieu politique, en fait, ici, libéraliste, ok, d'accord. Mais justement, l'artisan d'aujourd'hui, il a une vitrine qui est multipliée par 1 million, parce que, tu parlais de PNL, on peut très vite toucher un grand nombre de gens. Donc, pour protéger ses droits, aujourd'hui, si on reste sur le modèle étatique avec des lois, ça, moi, je trouve que j'y crois pas. Même s'il y a des gens qui se sont fait beaucoup d'argent grâce à ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas réinventer, bon, la Tipeee, tu en as parlé, mais je sais pas quoi, mais pour se faire du blé, quoi. Non, mais je pense. Faut en gagner de l'argent. Je pense que nos modèles ne s'opposent pas au droit de propriété intellectuelle. Moi, je sais pas si toi tu voudrais vraiment le squeezer, ou si tu te dis qu'il faut l'adapter, ou si tu te dis que ça. Oui, mais si vous n'avez pas la réponse, les gars, on fait comment? Parce que c'est votre boulot à tous les deux. Hein. Non, mais après, je pense qu'il va y avoir un autre droit de propriété qui va être celui de propriété des data, qui va être en fait le droit de propriété. Et finalement, on me dit que c'est des data. Voilà, mais c'est carrément un autre débat. Moi, en tant qu'auteur, par exemple, il y a donc chez les libéraux, il y a des libéraux qui sont contre le droit de propriété intellectuelle comme derrière moi, parce que quelque chose qu'on peut reproduire à l'infini, on ne prise personne d'autre de sa propriété, etc. Il y en a d'autres, au contraire, y compris libertarien comme Rothbard, qui disent ça vient de moi. Comme ça vient de moi, quelque chose que je possède parce que je l'ai fait, que j'ai ajouté de la valeur, que ce soit une idée ou un bien. Voilà. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à donc son utilisation doit être rémunérée pour toi. Et donc son utilisation, c'est toi qui la contrôle en tout cas, si tu peux choisir de la donner ou non. Mais, et moi, personnellement, quand je crée un livre notamment, j'ai l'impression, c'est bien sûr, que c'est ma propriété. C'est pas parce que c'est réplicable à l'infini que j'en ai pas la possibilité d'arrêter cette. Et on observe quand même que dans les pays dans lesquels, en gros, il n'y a pas du tout de droit de la propriété intellectuelle, notamment les pays d'Afrique, ça, il n'y a pas de marché. C'est-à-dire que vraiment, les artistes meurent. Enfin, il n'y en a pas, quoi. Voilà, ils ne vivent pas de ce qu'ils font. Donc ça reste quand même très compliqué. Mais moi, j'ai tendance à penser que le marché de la musique ce qu'on offre, les nouveaux modèles qu'on est en train d'explorer doivent s'additionner à celui-là. Je pensais, en parlant de ça, à un artiste, bon, vous mettez le mot que vous voulez, mais Matt Pokora, que je connais bien, c'est un mec qui, pour tout le monde, c'est un chanteur, à peu près. Voilà, c'est son métier, quoi. Or, pour lui et pour son producteur, le CD et sa carrière artistique ne sont qu'un prétexte pour aller monétiser tout le reste. Et même économiquement,
c'est une brindille dans son économie. C'est-à-dire que là, il va sortir son disque la semaine prochaine. Moi, son producteur me dit, j'en vends 10 000, 100 000 ou 1 million, je m'en fous. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est jury dans The Voice Kids. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai fait un partenariat L'Oréal qui me rapporte tant. Ce qui m'intéresse, c'est voilà. Et donc, en fait... Ça vaut pour les gros, Oui, alors ça vaut pour les gros, mais comment ce gars-là est devenu gros, c'est justement en arrêtant de faire des chansons lui-même. Maintenant, il fait que des albums de reprise. Et voilà, d'ailleurs, il a commencé avec une reprise de Mon Papa. Et c'est comme ça qu'il est devenu très connu, enfin qu'il est redevenu très connu. Et donc il s'est dit, ok, en fait, je m'en fous de gagner des droits sur mes chansons. Ce que je veux, c'est rester une star pour pouvoir le monétiser. Donc en fait, il y a plein de modèles d'artistes qui peuvent se développer. Et il faut juste créer un marché qui permette à tous les types d'artistes de pouvoir vivre. Et je pense que dans les périodes comme ça de transition schumpeterienne, enfin pardonnez-moi de pontifier, mais c'est quand même ça. Non, mais je veux dire des périodes de destruction créatrice, mais on voit ça dans tous les secteurs. Vous avez une espèce d'ébullition de nouveaux business models. Et ça peut durer très longtemps. Ça peut durer, historiquement, ça peut durer 10 ans, 15 ans. Hein. Donc pendant 10 ou 15 ans encore, on peut avoir tout un tas de business models qui émergent. Tu citais l'album de Radiohead, c'est intéressant parce que moi je me souviens très bien que quand Radiohead a sorti son disque donc en disant aux gens vous payez ce que vous voulez, il y avait plein de gens qui disaient putain c'est génial ça... et puis finalement ça n'a pas eu beaucoup de suite quoi. Je crois que eux ont très bien gagné leur vie avec ce disque, mais je pense que si aujourd'hui tous les artistes sortent un disque en disant vous donnez ce que vous voulez, la plupart vont mourir de faim quand même, donc ça ne s'est pas avéré être le bon business model. Je me souviens qu'il y a quelques années Björk avait elle mis sur le marché une application pour que l'on puisse modifier sa propre musique, etc. Là encore tout le monde avait dit waouh c'est un truc génial. Alors maintenant on crée de la musique donc c'est encore mieux, et puis finalement ça n'a rien donné non plus. Donc moi je pense qu'il va y avoir pendant 5 ou 10 ans dans ce domaine beaucoup d'innovation, on va tester beaucoup de business models, et puis les choses vont finir par rentrer dans l'ordre. Oui, alors, je pense que la grosse différence, c'est que le marché de l'âge d'or du disque, c'était un marché en fait qui marchait sur une seule voie. On allait trouver une maison de disques qui nous signait, on vendait des CD ou pas, et si on vendait des CD, on pouvait vivre de ce métier-là, et point. Il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait quasiment pas de groupe qui ne vivait que du live, et qui ne vendait pas de disques. Tout venait du disque, c'était la locomotive du business, et voilà. Ce qui va changer là, c'est que, franchement, le squelette du marché, en tout cas du point de vue phono, ça y est, il existe, on le voit très bien. C'est les plateformes de streaming, tout simplement parce que technologiquement, le progrès, il est tellement évident, et l'usage est tellement évident que c'est l'avenir. Le seul enjeu, c'est qu'il faut qu'il y ait un volume suffisant d'abonnés pour que ça représente suffisamment d'argent. Mais à la limite, j'allais presque dire no big deal, quoi, ça viendra. Ce qui est juste intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il va y avoir une multitude de carrières d'artistes. Donc il y a des artistes qui effectivement vont vivre que d'Internet, sans aucun producteur. Il y a des artistes qui vont vivre signés en major, en vendant énormément de disques chez les vieux, et il y a des artistes qui vont être en licence ou même en distrib chez des majors, qui vont aller chercher, ça va être à la carte, et qui vont vivre du streaming parce qu'ils seront numéro 1 en streaming, parce qu'ils seront bastonnés en radio, et qui feront par exemple pas de concert du tout. Je sais même pas si PNL fait des concerts, donc, voilà. Et en fait, mais c'est intéressant parce que c'est la structure technologique ou la structure économique qui détermine la façon dont on crée. Et là, en fait, le champ de la création est infini. C'est pas impossible que demain il y ait un mec qui fasse des chansons de 1 heure et qui vive de ça. Voilà, et c'est ça qui est génial. Enfin, du point de vue, moi en tant que consommateur de musique et de culture, je trouve génial que ce champ-là soit à ce point ouvert. Maintenant, il faut que les artistes s'emparent de ces outils-là et se disent en fait le schéma que j'avais en tête, parce que malheureusement dans la carrière d'un artiste, il y a bien souvent quand même dans son rêve, je vais trouver un producteur et puis ensuite le producteur va faire de moi une star et je vais faire des plateaux télé. Et en gros, il faut quand même que des artistes émergent aujourd'hui, mais c'est ce que toi tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire il faut réinventer des schémas et se dire en fait moi je serais fier, comme PNL quoi, je serais fier d'être un artiste qui reste chez moi et qui n'est pas forcément sur les plateaux de télé. En gros, je veux faire de la musique parce que j'aime la musique et pas forcément parce que je veux devenir une star et une poule de maison de disques, quoi. Voilà.